Bonjour et bienvenue à cette nouvelle sortie du podcast du bien-être. Je suis Daphné Valsien et à mes côtés, j'ai Émile Pantaleon. Bonjour Daphné, encore c'est un plaisir de retrouver le public pour cette nouvelle émission. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous et dans le premier épisode, si vous ne l'avez pas regardé, il est encore temps, c'est toujours disponible sur notre chaîne. Mais dans le premier épisode, on avait parlé de la santé en général, que combien c'est un bien public qui sert à toute la communauté. Mais aussi, on avait introduit l'assurance. Maladie. Oui, donc, mais aujourd'hui, on va rentrer dans les détails, on va parler un petit peu plus de l'assurance maladie. Mais avant vraiment d'y arriver, Monsieur Pantaleon, est-ce que vous nous donner une définition? Moi, une définition. Et vous aussi, d'ailleurs, comme professeur. Définitivement. Si on devrait définir l'assurance maladie, on dirait que c'est une protection financière qui couvre les dépenses médicales et aussi maternité. Pas seulement pour l'assuré principal, mais aussi pour les membres de sa famille, les dépendants qui sont éligibles. Donc, théoriquement, toutes vos dépenses maladie sont couvertes. Théoriquement, on va y revenir. Théoriquement, toutes vos dépenses maladie sont couvertes et pas seulement les dépenses d'hospitalisation, mais aussi les dépenses cliniques, les soins dentaires, les services de lunetterie et plein d'autres couvertures aussi. Donc, et ça, c'est important parce que, comme on l'a vu lors de la dernière épisode, c'est un élément fondamental du bien-être des gens en général. On va continuer à avancer, donc on va arriver aux différents types de couverture. Très bien. Généralement, quand on parle d'assurance maladie, il faut voir en Haïti, c'est un package. C'est pas comme quoi on couvre uniquement vos maladies. Donc, c'est un package. Déjà, il faut bien cerner la notion assurance maladie. J'ai pas dit santé. Oui. J'ai dit maladie. Donc, ça veut dire la responsabilité de l'assureur commence lorsque la personne est malade. Ça veut dire si tu n'es pas malade, théoriquement, c'est pas couvert. Mais nous allons entrer dans les différentes couvertures. Donc, l'assurance maladie, c'est un package, comme je l'ai dit, qui couvre d'abord une assurance décès. C'est-à-dire lorsque la personne qui est assurée principale, si cette personne meurt, la compagnie d'assurance va payer un capital pour la prise en charge de ses funérailles et aussi pour certaines dépenses de la famille. Certaines personnes parlent d'assurance vie. Il y a une différence entre l'assurance vie et l'assurance décès? En fait, il n'y a pas vraiment une grande différence, sinon qu'on utilise le jargon nord-américain de life insurance, qu'on traduit par l'assurance vie, mais en fait, c'est le décès qui est couvert. C'est pourquoi on parle généralement, on préfère dire l'assurance décès parce que c'est plus clair, c'est évocateur. Dès que vous dites décès, la personne comprend rapidement ce qui est couvert. Okay? Mais il y a aussi l'assurance décès accidentel et perte de membre par accident. Tout ça rentre dans le package de l'assurance maladie. Décès accidentel et perte de membre par accident, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'employé peut mourir dans un accident. Si l'employé meurt dans un accident, eh bien, on va payer un capital supplémentaire. Donc, on ne va pas payer uniquement le montant de l'assurance décès, mais on va payer une double indemnité. Le montant de l'assurance décès plus le montant de l'assurance accident. Et l'employé qui perd un membre majeur dans un accident, eh bien, on va également le rembourser. Pas seulement la prise en charge du traitement pour la perte du membre, mais c'est aussi une indemnité qu'on va payer à l'employé, à la personne pour la perte du membre. Et généralement, quand on parle de membres, on considère les membres majeurs, on parle des yeux, on parle bras et pieds. On considère qu'on perd un bras dès que ça arrive au poignet. Et pour le pied, c'est à partir de la cheville, exactement. Peut-être certaines personnes peuvent dire, et si je perds des doigts? Effectivement, c'est couvert aussi, parce que ça représente une certaine capacité dans la oui, ça peut réduire la capacité de cette personne à fonctionner, à travailler, etc. Exactement. Donc, pour la perte d'un doigt, on va évaluer le pourcentage que ça représente dans la capacité fonctionnelle de la main. Si c'est la main droite et tu es droitière, par exemple,
on va considérer le pourcentage qui est plus important parce que c'est la main dominante. Donc, il y a assurance décès, décès accidentel et perte de membre par accident. Ensuite, il y a la couverture d'assurance maladie et quatrièmement, maternité. Vous voyez, on détache la maternité de la maladie, mais l'assurance maladie, l'assurance maternité, donc pour nous, on ne les sépare, mais c'est une garantie aussi. Non, mais en termes de couverture pour une personne qui a une assurance maladie, qu'est-ce que ça couvre? Par exemple, si je vais chez le médecin, on va vraiment détailler qui ça passe au compte. Très bien. Généralement, il faut se dire que l'assurance maladie, au niveau de l'assurance maladie, on couvre tout ce qui pourrait arriver à l'employé, qui pourrait affecter sa santé suite à un accident ou à une maladie. Et premièrement, on couvre tous les cas d'hospitalisation. Allons commencer au début. J'arrive chez le médecin, je suis à la phase consultation, examen. Oh, eh bien, ok, très bien. Généralement, nous séparons les dépenses, nous disons les dépenses à l'hôpital et les dépenses en dehors de l'hôpital, en clinique. Allons commencer peut-être par la visite en clinique. Ok, la consultation est couverte et généralement, toutes les consultations sont couvertes, c'est-à-dire les différentes spécialités, que ce soit la gynécologie, la pédiatrie, etc., l'oncologie. Donc, la consultation est couverte, mais il faut prêter attention à la limite de couverture que vous avez. Généralement, certaines personnes disent « je suis assuré, je vais à l'hôpital, je vais faire une consultation et tout va être pris en charge ». Non, il y a une limite. On va vous dire que vous êtes couvert à hauteur de 5 000 gouttes pour la consultation, ou à hauteur de 6 000 gouttes, ou à hauteur de 4 000 gouttes. Donc, il faut prêter attention à cette limite. Parce que si le médecin vous demande plus, la compagnie ne va pas vous rembourser tout ce que le médecin demande, mais elle va rembourser ce qui était prévu dans votre contrat. Mais est-ce que, pour moi, j'ai remarqué ça, parce que personne ne me l'avait dit avant, hein? Je ne vous connaissais pas encore. Mais quand j'ai remarqué ça, c'est quand je devais faire mes consultations dentaires. Et par exemple, il y a certaines personnes qui me disent que leur assurance ne couvre pas les yeux, par exemple, que ce soit consultation ou n'importe quel autre suivi. Il y en a d'autres que l'assurance ne couvre pas les dents pour ces personnes-là. Généralement, il faut toujours regarder votre contrat. Il faut toujours regarder votre contrat, mais je peux dire les assurances, la majorité des compagnies d'assurance couvrent les soins dentaires, couvrent les services de lunetterie aujourd'hui. Et même plus loin, même beaucoup plus loin. Donc, d'abord la consultation. Vous payez la compagnie couvre la consultation à hauteur de ce qui est prévu dans votre contrat. C'est important de lire votre contrat d'assurance. Ensuite, il y a les médicaments et les examens de laboratoire. Généralement, on dit que c'est des médicaments au coût usuel et raisonnable, c'est-à-dire le prix du marché. Ça veut dire que ce n'est pas une pharmacie qui décide d'exagérer, de vous demander le double du prix, mais la compagnie d'assurance connaît pratiquement le prix moyen, le prix du marché. Et c'est pour ça, généralement, dans les contrats d'assurance, on dit le coût usuel et raisonnable, le coût qui est sur le marché. Ensuite, on couvre également les examens de laboratoire, comme j'ai dit, les soins dentaires. Les soins dentaires, on considère ça comme une garantie complémentaire. Donc, il faut prêter attention à la limite que vous avez pour les soins dentaires. On peut vous dire que vos soins dentaires sont couverts à hauteur de 50 000 gouttes, à hauteur de 100 000 gouttes. Il faut faire la différence entre les soins dentaires et les soins orthodontiques. Donc, les soins orthodontiques, ça veut dire si vous mettez des brises ou autre chose, il y a certaines compagnies qui font la différence entre les soins dentaires et les soins orthodontiques. Votre contrat peut préciser, ça c'est des soins orthodontiques, si c'est couvert ou si c'est pas couvert. OK? Ensuite, les services de lunetterie, on va faire également la différence pour vous, certaines compagnies le font, entre services de lunetterie de manière générale pour monture et verres, où on peut vous dire vous avez tel montant pour les verres et tel montant pour la consultation. Vous voyez la consultation, les examens de laboratoire et les examens pour les yeux par exemple. Donc, techniquement, en dehors de l'hôpital, vous avez pratiquement ce package qui est couvert, comme par exemple les soins dentaires, les services de lunetterie à hauteur de ce qui est précisé dans votre contrat. Toujours prêtez attention à ça. Et aussi, les médicaments, les examens de laboratoire, il n'y a pas de limite. C'est couvert jusqu'au maximum de votre contrat. Et il y a surtout la consultation
qui est aussi couvert. Et pour la maternité? La maternité, c'est... En fait, la maternité fait partie des soins prioritaires que l'État devrait garantir à toute la population. Parce que quand on regarde les groupes prioritaires au niveau de la protection sociale en santé, au niveau de la santé en général, l'État doit garantir que les fils et les filles du pays doivent naître dans de bonnes conditions. Et la prise en charge de la femme enceinte depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et dans beaucoup de pays, c'est garanti même à 100% par l'État. Maintenant, au niveau des assurances, en général, nous payons un montant forfaitaire pour la maternité. Il y a 3 cas de figure qui peuvent arriver quand quelqu'un est enceinte. La première chose, on peut avoir une fausse couche pendant le premier trimestre. Pour plusieurs raisons, ça peut être un avortement spontané, ça peut être n'importe quelle autre chose qui provoque cette fausse couche. Donc, il y a un montant qu'on va vous dire, X qu'on paie pour la fausse couche. Il y a un montant qu'on paie pour la couche normale et un montant pour la section césarienne. Et en dehors de ces montants, donc ça couvre l'accouchement. Fausse couche, couche normale ou césarienne. Et en dehors de ça, on couvre le suivi prénatal. Ça veut dire quand on prend en charge la femme enceinte pendant la grossesse. Le suivi de grossesse, on couvre ça aussi parce que ça évite des complications au moment de l'accouchement. S'il y a une bonne prise en charge de la femme enceinte, ça va éviter les complications lors de l'accouchement. Si également la femme enceinte développe une infection, eh bien cette infection va être prise en charge rapidement pour éviter que l'enfant ne naisse pas aussi avec des problèmes de santé. Parce qu'il y a cette transmission mère-enfant. Donc, si la femme a une infection qui n'est pas traitée au moment de l'accouchement, eh bien, elle peut transmettre ça aussi au bébé. Et nous savons que notre taux de mortalité maternelle et aussi mortalité infantile, eh bien, ces taux sont très élevés en Haïti. Donc, c'est extrêmement important de faire un bon suivi de la femme enceinte pour éviter les cas de mortalité maternelle, que la femme ne meure en donnant naissance avec des problèmes de tension, prééclampsie ou autre chose qui peuvent arriver, mais aussi de présentation qui peuvent être compliquées pour l'accouchement et qui nécessiteraient rapidement une section césarienne. Donc, voilà, et aussi les sonographies. Les sonographies, c'est très important. Non seulement c'est une sonographie pour pouvoir évaluer si l'enfant est en bonne santé dans le ventre de sa mère, mais aussi pour voir s'il n'y a pas de malformation congénitale. Et juste avant l'accouchement, il faut aussi une sonographie pour préparer l'accouchement. Parce que, est-ce que l'enfant a déjà pris la position normale pour sortir? Ou bien est-ce qu'il y a une présentation de siège ou une présentation transversale, etc. Et à partir de là, on va pouvoir anticiper s'il faut faire une section césarienne ou s'il faut tenter une couche normale. Maintenant, on arrive à la prise en charge. On dit maintenant, je suis malade, je vais chez le médecin, je sais que je suis assuré. Comment ça se passe? Très bien. Eh bien, en fait, il faut penser à... Il y a 4 systèmes de prise en charge. Il y a 4 systèmes de prise en charge rapidement. Le premier système de prise en charge, qui est le système traditionnel, c'est le remboursement. C'est-à-dire, la personne qui est assurée sait que c'est à lui de faire les dépenses. Ensuite, on va lui rembourser après. Donc, généralement, le premier système de l'assurance était un système de remboursement. C'est pour ça qu'on dit l'assurance rembourse. Il y a ce jargon, l'assurance rembourse. Mais quand on vit dans un pays où la situation économique est difficile, les gens n'ont pas de moyens pour payer d'abord leurs soins de santé et attendre que la compagnie d'assurance prenne du temps pour leur rembourser. Et aussi, ils n'ont pas toujours de moyens pour aller ou retirer leur épargne à la banque pour payer leurs soins de santé. Et peut-être après le remboursement, ils ne vont pas retourner déposer l'argent à la banque. Qui fait beaucoup d'assurés ont dû débourser et se décapitaliser progressivement un peu à chaque fois qu'ils ont un problème de santé. Donc, ça demande à la compagnie d'assurance de faire un effort en plus pour offrir deux autres opportunités. Premièrement, c'est de mettre un réseau de prestataires au service des assurés.
C'est-à-dire, on vous donne une liste d'hôpitaux, de médecins que vous pouvez aller, vous payez 20%. Ensuite, la compagnie va rembourser directement à ses prestataires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui comprennent cette nécessité pour notre population d'avoir accès à des soins de santé sans qu'ils aient l'obligation de débourser totalement, mais au moins de leur donner, de leur faciliter l'accès avec un copaiement qui est plutôt abordable. Donc aujourd'hui, nous sommes peut-être plusieurs compagnies d'assurance qui donnent, particulièrement au niveau de l'AIC, un réseau très large de prestataires qui, avec 20% seulement, vous pouvez avoir accès à des soins de qualité parce que nous sélectionnons des prestataires parmi les meilleurs du pays pour que nos assurés aient accès aux meilleurs soins disponibles en Haïti et même aussi en dehors d'Haïti, particulièrement dans la région caribéenne. Et le troisième système, c'est un système de réseau obligatoire. Il y a beaucoup de compagnies qui vous disent que vous avez obligatoirement et vous devez venir de telle institution. Vous n'avez pas le choix. Si vous allez ailleurs, on ne va pas vous rembourser. Mais c'est important. C'est une façon aussi de gérer leurs coûts, mais aussi ça vous donne une certaine contrainte. Donc, le système de réseau préférentiel, c'est un système plus flexible parce que vous pouvez choisir d'aller dans la liste des hôpitaux que je vous donne. Vous pouvez choisir d'aller voir votre propre médecin et la compagnie d'assurance va vous rembourser. Pour vous rembourser, vous allez devoir soumettre les pièces justificatives pour vous rembourser. Je voulais justement y arriver. Donc, je me présente, c'est mon médecin traitant. Si ce médecin-là fait partie de la liste des prestataires, je présente ma carte, je remplis le formulaire, je donne les 20% et ça va. Exact. Mais dans le cas où ce médecin-là ne fait pas partie de la liste des prestataires, donc, bon, c'est que je prends le service, je couvre les frais entièrement. Exact. Et ensuite, je dois remplir les papiers et moi-même soumettre les preuves pour faire la réclamation. Exact. Et là, comment est-ce que ça se passe? C'est un processus, je sais, qui est très important. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas le faire. Moi, je connais beaucoup de personnes qui me disent « Ah, pas de temps ». Parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop de paperasse pour aller remplir les dossiers, garder les documents, etc. C'est important de présenter votre réclamation. Et il faut dire, il y a un délai aussi pour présenter. Il ne faut pas attendre un an parce que les dépenses qui ont plus d'un an ne sont plus remboursables. C'est ce qu'on appelle le délai d'accumulation de votre contrat. Et donc, la première chose quand vous allez chez le médecin et quand vous déboursez vous-même, donc il faut demander le formulaire. Demander le formulaire et garder les reçus. Garder les reçus, les prescriptions aussi, parce que l'assurance rembourse ce qui est prescrit, les médicaments prescrits. Donc, il faut attacher la prescription et la fiche de pharmacie. Et de préférence, une fiche de pharmacie avec en tête de la pharmacie où on peut voir, pas une fiche avec un sceau payé, on ne sait pas quelle pharmacie. Donc, c'est très important parce que c'est des pièces qui vont rester comme des preuves justificatives qui vont être auditées après. Donc, il faut que ce soit des documents conformes. Donc, il y a certaines dépenses qui sont très importantes aussi, à savoir, la compagnie d'assurance va rembourser la quantité qui a été prescrite. C'est-à-dire, si on vous prescrit une boîte de tel médicament, vous achetez 3 boîtes, la compagnie va dire, bon, je ne sais pas pour qui d'autre vous avez acheté ces 2 boîtes, parce que votre médecin vous a prescrit uniquement une boîte. Et la compagnie va vérifier, est-ce que ce que le médecin vous a prescrit correspond au diagnostic qu'il a posé. Parce que c'est pour ça que le médecin complète le formulaire, le médecin précise le diagnostic, son énoncé de diagnostic et les visites. Maintenant, on va voir est-ce que les examens de laboratoire, est-ce que les médicaments correspondent au protocole de prise en charge de cette pathologie. Donc, si vous avez par exemple une infection et on reçoit quelque chose pour un traitement orthopédique, on va dire que ce document ne correspond pas à cette réclamation. Si vous avez vu un orthopédiste, il faut faire une autre réclamation avec l'orthopédiste. Donc, c'est extrêmement important de bien présenter vos documents pour que c'est remboursable. Si vous avez vu plusieurs médecins, il faut soumettre une réclamation par prestataire, par médecin, parce que c'est plusieurs traitements différents. Maintenant que vous me dites tout ça, je comprends un petit peu pourquoi est-ce que quand je soumets mon dossier, ça prend
du temps pour me revenir, alors que le chèque me revienne. En fait, généralement, je sais que les assurés, pour eux, c'est un temps qui est important pour évaluer le service à la clientèle. Quel est le délai de remboursement? La patience, peut-être un mois pour beaucoup d'assurés, c'est une période des qui fois, est... ça dépend de la somme que tu as dépensée. Des fois, il y a des sommes que tu dépenses, que comme tu as dit, qu'il y a des gens qui se décapitalisent un petit peu. Oui. Donc, ils ont hâte de voir revenir cet argent. Définitivement. Et surtout, il y a aussi où ils ont besoin de ce remboursement pour continuer le traitement. Parce que parfois, il y a, surtout pour les maladies chroniques, les gens qui sont diabétiques, qui sont hypertendus, qui prennent des médicaments, automatiquement, ils ont besoin de ce remboursement pour continuer à se ravitailler et continuer leur traitement, parce que nous parlons là de maladies chroniques ou autres traitements qui sont beaucoup plus longs. Donc, c'est très important de bien présenter vos dossiers, comme tu l'as dit, pour que la compagnie d'assurance puisse traiter ça le plus rapide que possible. Mais en fait, quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens font quand ils soumettent leur dossier? Très bien. Et la première chose, c'est que souvent, ils oublient d'attacher les prescriptions. Parfois, ils oublient de demander, de réclamer la fiche de pharmacie. Donc, si on ne trouve pas de prescription, on ne trouve pas de fiche de pharmacie, on ne va pas vous rembourser. Et ça veut dire que vous allez perdre cet argent. La deuxième chose aussi, parfois, ils achètent des multivitamines. Par exemple, c'est une période où il y a de la grippe. Beaucoup de gens peuvent acheter de la vitamine C, etc. ou d'autres compléments nutritionnels. Mais généralement, les compagnies d'assurance ne remboursent pas les vitamines, les compléments nutritionnels, tu vois. Et sauf si tu as une pathologie, tu as une maladie qui correspond à cette vitamine. Exactement. Donc, quand vous avez une pathologie qui est nutritionnellement délibitante, il faut nécessairement prendre des vitamines. Par exemple, vous souffrez d'anémie, il faut prendre du fer. Vous avez de la grippe, syndrome grippal, on va vous rembourser la vitamine C, ou si vous avez d'autres problèmes. Mais c'est extrêmement important et généralement, ce sont les erreurs les plus courantes qu'on trouve et qui empêchent parfois d'avoir le remboursement de manière rapide, mais aussi un remboursement complet. Il y a aussi un autre volet sur lequel je voudrais qu'on s'arrête aussi. Il y a les dépendants. Il y a des gens qui sont, pendant très longtemps, ils étaient sur l'assurance de leurs parents, mais maintenant ils ont grandi, ils ne peuvent plus être dépendants de leurs parents. Comment ça se passe en général? Qui peut être dépendant de qui? Définitivement, au niveau de l'assurance maladie, les dépendants éligibles. Vous voyez le terme qui a été utilisé, dépendants éligibles. Ça veut dire que c'est les gens qui dépendent... C'est pas tous les gens qui sont chez toi parce qu'ils dépendent de toi économiquement qui sont éligibles. Non, exact. Donc ça veut dire que c'est ceux qui légalement dépendent de vous. Donc la première chose, ce sont les enfants. Les enfants qui ont moins de 19 ans, ok? Et à partir de 19 ans, s'ils sont encore à l'école, on va les garder sur l'assurance de leurs parents jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc, à partir de leur 23e anniversaire de naissance, ils ne peuvent plus rester sous l'assurance de leurs parents. Quand vous me dites à l'école, ça veut dire l'université compte aussi? Ça peut être l'université, oui, exactement. À l'école ou à l'université, mais une école à plein temps. Et jusqu'à l'âge à partir de leur 23e anniversaire de naissance, ils ne peuvent plus rester sous l'assurance de leurs parents. Les conjoints, concubins, concubines, donc on n'a pas de souci sur ce point. Mais aussi les beaux-fils, belles-filles, s'ils vivent sous le même toit que l'assuré. Donc, vous pouvez ajouter belle-fille, beau-fils s'ils vivent sous le même toit que l'assuré principal. Mais aussi, si vous êtes tuteur, tutrice légale d'un enfant, vous pouvez également le déclarer sur votre assurance maladie. Vous ne pouvez pas mettre vos parents, ce sont les ascendants, ce n'est pas des dépendants. Okay? Vous ne pouvez pas mettre vos frères et sœurs, ce sont des collatéraux. Vous ne pouvez pas mettre vos cousins, cousines, etc. Donc, c'est uniquement les enfants, beaux-fils, belles-filles et conjoints, conjointes, concubins, concubines. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Mais... il y a tellement à dire au niveau de la couverture maladie. Oui, bon, mais c'est pour ça qu'on reste ouvert aux questions. Vous pouvez nous soumettre vos questions dans les commentaires et sur les réseaux sociaux et on va tâcher de vous faire parvenir une réponse. Donc, en conclusion, je voudrais que vous rappeliez les bénéfices de l'assurance maladie. Qu'est-ce que ça
couvre rapidement. Rapidement, et c'est important d'avoir une couverture d'assurance maladie. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre, évoluer en Haïti sans avoir une couverture d'assurance maladie parce que vous ne savez pas à quel moment quelque chose va vous frapper. L'assurance maladie vous couvre d'abord pour tous les cas qui nécessitent une hospitalisation. Ce sont des dépenses importantes, catastrophiques de santé. Ça vous couvre aussi pour les dépenses en dehors de l'hôpital, comme on l'a développé, les dépenses en clinique. Ça vous couvre pour les cas de cancer que vous pouvez avoir, pour les soins dentaires, les services de lunetterie, les cas aussi de dialyse. Ça vous couvre aussi pour les séances de physiothérapie qui nécessitent une bonne prise en charge après un accident. Mais aussi le plus important, on avait parlé du bien-être et le bien-être, il y a aussi le côté de santé mentale. Eh bien, l'assurance aussi couvre les soins psychiatriques et même beaucoup de compagnies d'assurance, comme chez nous, nous couvrons également les soins psychologiques parce que c'est important d'accompagner cette population à travers la situation difficile que nous sommes en train de traverser et les soins psychologiques deviennent vraiment importants pour avoir cette santé mentale. Donc, en gros, avoir une bonne assurance maladie, ça sert bien entendu à couvrir les frais quand on est malade, mais ça nous permet aussi de vivre sereinement. Sereinement, vivre notre bien-être. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette émission. C'était avec vous Daphné Valsin et Émile Pantaléon et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.